C'est ça la pharmacie? Ah, ils l'ont brûlé et du coup c'est un incendie criminel. Ah, ils l'ont découpé, j'avais même pas vu, ils l'ont découpé à la scie. Salut Sio, ça va? Salut. T'es plus grand que ce que je pensais, ou alors c'est moi qui suis plus petit. Tout le monde me fait cette réflexion. Bah écoute, Enchanté. Enchanté, hein. Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais. Et bah je sais pas, on recommence quand? Comment on s'organise? T'étais déjà à 200 à l'heure, attends. Mais moi je suis à fond moi. Bah écoute, non, on va marcher tranquillement dans ta ville et puis on va voir ça quoi. Ah, t'es déjà en train de filmer là? Ouais. Oh la vache, ok. Ah ouais, Ok. c'est Ah ouais, on fire. on fire, Mais j'ai on même y pas eu le va. temps de serrer la main à ton collègue. C'est Thomas, tiens vas-y, C'est serre-lui la Thomas. main. Enchanté. Et là tu vois, il s'apprête à marcher pendant 2 heures en moonwalk. Demain, ouais, super. Ok, ça marche. Bon Ouais, alors. bah, ça fait plaisir de te Bah voir ouais. enfin en vrai. C'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. C'est vrai, hein. On a échangé quoi, 3 tweets à tout casser. Exactement. Et ça s'arrête à ça à peu près. Et bah ouais. Et c'est du coup cool, là on est chez toi à Bondy. Là on hein. est chez moi, ouais, gare de Bondy. Et moi j'habite pas très loin de la mairie en fait. C'est une énorme zone pavillonnaire. D'accord. Tu connais Bondy? Non, tu connais pas? Zéro, je connais pas du tout. Bondy, c'est une ville dans le 93 qui est plutôt chill. Et il y a l'énorme canal de l'Ourcq qui est le long de la Nationale 3. D'accord. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle entre guillemets Bondy Nord. Et c'est un peu, pour résumer, c'est un peu comme le Roi Lion. Tu sais, là-bas, on n'y va pas, quoi. Ah oui. Ah oui. C'est là-bas où il y a vraiment des gros HLM, des gros problèmes de sécurité, des gros problèmes de racailles, de trafic et tout le bazar. Ça déborde aussi de notre côté aussi. Mais il y a le canal de l'Ourcq qui agit comme une espèce de frontière. Et moi, je me rappelle, gamin, on avait pour ordre de jamais traverser le canal de l'Ourcq. Ah oui. Il y avait des petites batailles de bandes un peu à gauche à droite, mais on n'allait jamais de l'autre côté, quoi. D'accord. J'ai vu toute cette transformation au fur et à mesure de quand j'étais gamin à maintenant, et surtout ces dernières années, les 5-6 dernières années, ça devient de plus en plus grave, de plus en plus toxique et violent, même à des endroits où c'est plutôt chill, et c'est d'une tristesse absolue, quoi. Tu penses qu'on ça craint là ou pas? Non, là, y a rien. T'es Là, sûr? franchement, ouais, non, franchement. Tu sais, il suffit de pas grand chose, hein. Bah, franchement, après, moi, je me suis jamais, comme je te l'ai déjà dit, moi, je me suis jamais promené avec une caméra à filmer des trucs. Moi, je me suis jamais senti, mais vraiment jamais senti en insécurité. D'accord. Après, voilà, comme tu l'as dit, tu me voyais pas aussi grand. Et les gens, généralement, ils me laissent tranquille. Tu sais, j'ai D'accord, ok. un peu le... Alors moi j'attire les... Comment dirais-je? J'attire les... Ouais. Tu vois? Ouais, je sais, J'ai je sais, tendance j'ai à vu me faire quelques vidéos, assez, forcément. Non, alpaguer. là, en fait, entre la gare et la mairie, il y a à part 2-3 petits bâtiments, c'est que du quartier pavillonnaire, donc D'accord, ok. normalement, on devrait être tranquille. Bon, de ce que je vois là, c'est quand même... ça va, tu vois. Oui, ça va. À part les travaux... À part les travaux, là, ils sont en train de refaire la gare. Ouais. Et, mais tu vois, en fait, c'est sporadique. C'est-à-dire que si tu regardes les faits divers du côté de Bondy, il y a toujours des trucs. Récemment, ils ont dû fermer le Lidl ou le Franprix qui est du côté de l'autre côté, Ouais. parce qu'il n'y avait personne pour assurer la sécurité. Ah ouais. En pleine journée, ils sont obligés de fermer. Enfin, ça devient ridicule. Ce qui était plus fou, il y a le Raincy, qui est un peu plus loin, qui est une ville normalement, entre guillemets, bobo. Une course-poursuite de bagnoles qui se termine à Bondy, juste derrière la poste. Et ils abandonnent une Kalachnikov. Je te dis, mais c'est pas possible. Mais non. Mais c'est un truc de ouf. Et attends, parce que toi, t'as 42 ans. Ouais. Quand t'étais gamin, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Il y avait de la racaille, de la délinquance. Moi, j'ai grandi, la toute petite enfance, je l'ai grandi à Bagnolet, jusqu'au collège. Et après, je suis venu à Bondy. À Bagnolet, on était en cité HLM. Et gamin, on traînait en bas des cités tranquillement, il n'y avait aucun problème. Après, j'ai déménagé ici et je suis retourné plusieurs années là-bas. Et c'était des tags, il y avait des trafics, il y avait des gens louches qui traînaient en bas des cités. T'étais plus du tout en sécurité. Dès la CP, j'allais tout seul en primaire. J'avais ma petite clé autour du cou et j'allais en primaire tranquillement. Maintenant, c'est impossible. Mais ça. maintenant, c'est impossible. Et tu imagines, j'étais en pleine cité. J'étais dans une cité HLM, quoi, dans une espèce de cité HLM. Et Donc ça est un peu classe. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur. mais il est toujours classe, lui. Vous êtes Mais à oui. Bondy, donc Mais oui. bienvenue à Bondy. Mais non, ouais, vous voyez une infirme, décalez-vous. Eh ben oui, mais lui il est en marche arrière et moi quand je regarde mon avis. Elle n'est pas infirme, C'est machallah. un rétroviseur. Bon Voilà. courage et tout. Et lui, il faut qu'on se parle parce que parfois, il interroge des gens qui sont un peu bêtes, Eh ben, vas-y. qui parlent de la France, de l'islam, comme si. Allez-y, Eh ben, faites-moi. vas-y, c'est le moment. Non, parce qu'il y avait un vieux une fois qui avait dit l'islam, c'est pas l'islam. Voilà, il dit l'islam, c'est pas conforme avec la République, les valeurs de la République, mais il a appris ça où? Je vais te dire un secret. Un musulman, quand il est chez même des mécréants, il doit les respecter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à personne d'insulter les non-croyants. Ça dépend, il y a des versets qui sont quand Et même ici un à peu plus... Bondy, pendant ce ramadan-là, le dernier ramadan, il y avait des gens qui faisaient carême, c'était en même temps. Parce que si vous voyez, Pâques, c'est tombé quelque temps avant l'Aïd. C'est pour te dire, chef, tout comme Clément Lano, vous êtes tout le temps dans la rue. L'islam, les fêtes musulmanes, c'est des fêtes françaises maintenant.
Parce que les populations musulmanes ne sont pas représentées. Alors ça, je suis d'accord avec toi, parce que Darmanin, il a dit l'islam, c'est la première religion de France maintenant. Ah bon? Darmanin, il l'a dit. Alors moi, j'ai une question à te poser. Merci. Moi, je vais parler franc jeu avec toi. Est-ce que tu comprends que des Français qui sont nés, qui ont grandi dans un pays à majorité catholique, soient un peu gênés que ce pays devienne de plus en plus à majorité musulmane? Les Français de Chus, ils ont été bercés au christianisme. Ils voient leur pays changer. Mais est-ce qu'ils sont chrétiens, les Français? Ils sont plus chrétiens. Oui. Dans les églises, le dimanche. Voilà. Merci, on est d'accord. On est d'accord. Ou même les athées, ils ont... Moi, chef, j'ai failli me marier avec une juive. Oui. Mais c'est une juive parisienne. Elle n'est pas dans le culte juif, mais elle est de culture juive. D'accord. On l'a éduquée selon les l'échelle du peuple. Toi, parisienne. Toi, par exemple, c'est d'origine quoi, toi? On va parler français. C'est à toi de deviner. Je sais pas. Je suis français. Je faisais partie de la grande France. D'accord. J'étais la capitale de la France en Afrique. C'est quoi, Sénégal? C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Même, je vais te donner une précision. En 40, quand il y avait les Allemands, la République française a été déménagée à Brazzaville. D'accord. C'est un Congolais qui me l'a appris et c'est vrai, j'ai vu. Okay. Donc moi je faisais partie. Non, voilà, t'as trouvé, je suis sénégalais. Donc je suis la France, non. L'Afrique occidentale, l'Afrique subsaharienne, elle est française depuis. Nous, on nous a bercés à la République française, aux valeurs de la Révolution française, comme partout dans le monde presque. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui se sentent envahis. Pourquoi? Qui voient la France a changé. Oui, mais c'est la France qui veut ça. C'est la France qui est melting pot. La France, comme dit Edwy Plenel. Même au-delà de c'est les États-Unis de l'Europe. Pour moi, c'est la France. Non, mais au-delà. Il y a 199 nationalités au moins en Seine-Saint-Denis, France, frère. Et mais moi, quand je suis à Bobigny, je ne vois pas que des Noirs et des Arabes. Je vois des Caucasiens de partout. Parfois, je vois des Blancs aux yeux bleus. Je viens, je leur demande mon chemin. Ils me disent, je ne parle pas français. Je dis, comment ça? Ils me disent, voilà, je suis Moldave, je suis machin, Europe de l'Est. Ah, moi, je suis d'Europe de l'Est, moi. Voilà, t'as vu? Ah, il est serbe. Moi, je suis colombien d'origine. Ah, bah voilà. Ah, oui. Mais bien sûr. Ça se voyait un peu. Mais simplement, j'ai des yeux pour voir et je suis honnête. Voilà. Et je comprends les Français de souche. C'est juste que. De la manière que je comprendrais les Sénégalais si tout d'un coup t'avais 10 millions de Chinois qui arrivaient chez eux, ils seraient pas contents. Bah, je le dirais. Ça a été déjà le cas. Faut être honnête. La colonisation, c'est quoi? C'est les Français qui viennent de notre pays, qui l'accaparent et qui nous apprennent les. Et quelle a été la réaction des Sénégalais? Ils étaient contents ou pas? Selon toi. Donc voilà, donc les gens en fait. Les Sénégalais ont toujours. C'est pas moi qui ai fait l'être humain. Simplement, les êtres humains, ils aiment pas quand il y a une masse de gens qui arrivent, ils aiment pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils aiment, mais ils aiment pas. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai aucune hostilité individuelle. On pourrait aller boire un coup, on pourrait me mettre amis. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec personne. J'observe et je suis honnête. Issu de l'immigration, mais honnête. Merci. Merci. Mais regarde, ceux qui font la nostalgie du XXe siècle, 19e siècle, il faut leur faire comprendre que la France a changé. La France, c'est le mélange. C'est la France qui veut ça, qui a attiré les talents du monde entier pour s'enrichir. Et ça l'a enrichi. Mais de plus en plus, elle perd sa place rayonnante dans le monde à cause de politiques irresponsables. Bon, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu tombes sur de la diversité. Mais il n'est pas méchant, il a une bonne. Mais la majorité, ils ne sont pas méchants. Non, c'est ça le truc, c'est ce que je dis souvent, ouais, t'es raciste, tu penses qu'il y a là-dessus, tu dis qu'il y a... J'en ai marre des délinquants et des racailles. Et quand tu regardes en majorité, toutes les prisons sont à 80% musulmanes. Moi, il y a 3 semaines à peu près, chez moi, dans mon pavillon, 3 jeunes qui rentrent à 23h, ils ouvrent la grille, j'entends la grille qui claque, je suis bizarre. Et je vais pour voir qui c'est, et quand je vais pour ouvrir la porte, il y a la poignée qui commence à descendre, je suis putain de vache. Donc j'ouvre la porte, je vois 3 jeunes blacks habillés en noir. Il fait ouais, Tarek, il habite là. Je fais Tarek, non, c'est quoi ça? C'est turc. Moi je suis serbe. Et il commence à regarder par-dessus mon épaule. Je vois ouais, il habite là. Je me dis, il habite pas là. T'imagines? Et si c'était ma femme qui avait ouvert ou ce genre de choses? Et ça, cette délinquance, cette racaille, ce qui détruit, c'est la justice fait rien. La police est pieds et mains liés. Et ça fait un amalgame de fou avec des gens comme lui en fait. Ouais, bien sûr. Lui, il a l'air propre. Il a l'air cool, il a l'air chill. Je suis sûr qu'il donne une bonne éducation à ses gamins. Et en fait, il va payer l'amalgame et ce genre de trucs. Ils sont pas hypocrites, mais ils défendent aussi leurs trucs. Et ils s'en mangent aussi plein la gueule. Moi, ce qui m'avantage, entre guillemets, c'est que je suis serbe. Je suis pas français de souche. T'es serbe par tes 2 parents? Par mes 2 parents, je suis serbe de souche. Et t'es né en France? Et je suis né à Paris, je suis né en France. En gros, pour raccourcir, mon grand-père est parti après la mort de Tito et tout le bazar, enfin un peu avant la mort de Tito. Et il a dit, voilà, on va tenter en France, peut-être qu'on aura plus de chance. Il est venu en France, il était un peu SDF, il a réussi à trouver un boulot, il a acheté une caravane, et il vivait à la Courneuve avec les Gitans, les Italiens qu'il y avait à l'époque à la Courneuve, dans les années 60-70. Après, il a ramené ma grand-mère, après il a ramené ma mère, et ma mère est tombée enceinte. Et il s'est dit, est-ce que mon fils aura une meilleure vie en France ou en Serbie?
En fait, la question s'est même pas posée. Elle a accouché en France. Ouais. Et moi, j'étais immigré. J'avais mon visa, ma carte de séjour. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai eu le droit d'avoir ma nationalité à mes 18 ans quand j'ai passé le bac. Et j'ai demandé ma nationalité française. Je suis extrêmement fier d'être français. Pour tout ce qu'elle m'a offert, pour la vie, pour la famille et tout le bazar. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est juste une justice fonctionnelle, une république fonctionnelle. C'est-à-dire que je puisse me promener dans la rue sans avoir peur de tomber sur quelqu'un, sans avoir peur de manger un coup de couteau, parce qu'en ce moment, il y a des coups de couteau de partout. Il y a encore un jeune qui s'est mangé un coup de couteau pas loin. Et ma fille, de temps en temps, elle rentre toute seule maintenant dans l'école, elle a 13 ans. Tu te poses toujours la question. Et tu as toujours le truc entre... on va pas vivre non plus en prison et je vais tout regarder au maximum, sinon tu deviens psychopathe. Et lui laisser un peu de liberté. Et c'est toujours pareil. Là, récemment, il y a un gamin qui a tué l'enseignante. Oui, bien sûr, ouais. Mais voilà, c'est-à-dire là, pendant 2 semaines, t'as tous les parents qui viennent chercher les gamins parce qu'ils ont peur. Puis au bout de 2 semaines, ils oublient, et puis ça, le quotidien revient, puis il se repasse quelque chose, et puis il n'y a rien, et au final, il n'y a rien qui est fait. T'as l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui est fait. Ouais. Et cette déliquescence, je la sens monter, vraiment monter. Quand j'ai déposé plainte il n'y a pas longtemps là, au commissariat, parce que j'avais reçu des menaces de mort dans ma boîte aux lettres, le flic il me disait je sens que ça monte, quoi. Ça monte. Et les gens sont de plus en plus énervés, il y a de plus en plus de psychopathes. Ouais, et le truc, c'est que on me dit, ouais, mais t'as qu'à déménager à la campagne. Avec tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont envoyé plein de délinquants qu'ils ont récupérés à gauche, à droite, ils les ont renvoyés dans des centres, dans des campagnes ou des associations. C'est bien qu'en campagne, c'est le même. Ça devient tout aussi risqué. J'ai un pote, je sais plus où il vit, du côté de Bordeaux, je sais plus c'est quoi son village. Il me dit, ils ont eu je sais pas combien de cambriolages. Et combien de vols, et combien de rodéos et tout. Moi, c'est un peu spécifique, mais je me fais menacer tout le temps. Mais c'est un truc de fou. Tout le temps. Alors là, sur les réseaux, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, bah ça, moi, les réseaux, et en vrai pareil, aussi. Hein. Mais ça, en vrai, ouais, c'est balèze. En vrai, les mecs, des racailles qui viennent. Ouais, mais c'est ça. Et eux, ils détruisent l'image du mec qu'on a vu, tu vois, par exemple. Et après, les gens vont faire l'amalgame. Parce qu'au bout d'un moment, tu as un pattern, et tu as le réflexe de Pavlov, et tu dis, ouais, bah, peut-être encore on va pas prendre de risques. Mais c'est grave. T'as pas mal de gens issus de l'immigration qui se rendent compte de ça, tu vois. Il y a plein de gens qui commencent à dire, mais attendez, il y a un problème là, la France. Mais oui, c'est ce que je dis. Moi, parce qu'ils sont venus pour rechercher une certaine France qui est en train d'être détruite et qui se transforme en ceux qu'ils ont quittés. Il y en a plein. Là, il y a Bassem, t'as l'autre, la Ben le Patriote et d'autres qui sont levés en disant, bande de blaireaux, vous êtes en train de détruire notre image. Et c'est bien qu'ils prennent la parole et qu'ils osent l'ouvrir. Regarde, ça me rappelle aussi Samara, tu te rappelles la petite gamine qui s'est fait tabasser parce qu'elle était habillée trop à l'européenne. Au départ, t'as la mère, elle dit non, elle s'est fait tabasser parce qu'elle était trop européenne. Au bout de 2 jours, c'était non, c'était pas ça, il n'y avait aucun problème avec l'islam, il n'y avait aucun problème avec nos collègues. Elle a dû subir une pression de dingue. Et tant qu'ils l'ouvrent pas, tant qu'ils ne sont pas honnêtes en disant il y a un problème avec telle ethnie, telle immigration, et qu'il faut faire quelque chose, il faut que la police soit plus répressive, il faut que la justice soit plus répressive, on pourra jamais réparer le problème si on refuse de le voir, en fait. Ouais, alors moi, tu vois, j'ajouterais quand même une variable à ton raisonnement, c'est que certes la délinquance est un problème. Tiens, on va faire une petite pause, comme ça il va pouvoir se reposer, mon pauvre Thomas. En marche arrière, peut-être la chaleur, c'est chaud. Certes, la délinquance est un problème, mais c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. C'est le nombre aussi qui pose problème. Parce que le nombre influe sur l'identité de la France. Ah oui, et même s'il n'y avait aucune racaille, même si tout se passait bien, si ce nombre augmentait de manière croissante, comme c'est le cas aujourd'hui, et que les Français voyaient l'islam prendre de plus en plus d'ampleur, même un islam pacifique, tu vois, ça poserait un problème. Mais ça, parce que les Français, ils n'ont pas envie de perdre leurs racines, ils n'ont pas envie de perdre ce dans quoi ils ont vécu, tu vois. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins aussi là-dessus. Mais moi, tu vois, regarde, moi, du côté de Paris, Saint-Plon, c'est un quartier serbe, où il y a quasiment que des Serbes. T'as le Paris 13e qui est un quartier asiatique et ce genre de truc. C'est sûr que si t'as des Français de souche dedans, tu sens qu'il y a une perte de repères de ce côté-là. Après, moi, je t'avouerais, j'ai grandi toute ma vie dans le 93, et en fait, cette diversité, moi, je l'ai toujours connue. On était en primaire, au collège, en lycée, 40 élèves par classe, 38, 39 élèves par classe. Il y avait peut-être 2-3 Français de souche à tout casser. C'est fou, ça. Et en fait, du coup, je fais citer, tu sais, dans Les Évadés de Shawshank, t'as Morgan Freeman, il dit j'ai été institutionnalisé. C'est-à-dire que je m'en rends même plus compte au final. Moi, ce qui me fait chier au quotidien, c'est les rodéos, les délinquances, les trafics de drogue et tout ça. Je comprends. La diversité en elle-même me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait j'ai toujours vécu avec. J'en suis issu, mais je comprends. Ah oui, je comprends totalement. Je comprends les Français de souche qui votent RN. Quand je vais dans des villages et tout, je me dis regarde, je suis allé en Écosse avec ma femme pendant une semaine au milieu d'Écossais. Je suis revenu à Charles de Gaulle, je fais
Ah oui. En fait, tu oublies. C'est tellement au quotidien, tu oublies. Quand je passe un mois et demi en Serbie, et que tu reviens, tu fais « Waouh, la vache ! Ah oui, j'avais oublié !» En fait, tu oublies très très vite. Au quotidien, ça passe, tu t'y habitues. Mais en fait, c'est... Évidemment que je comprends les Français qui ont très très peur de ce côté-là. Bah oui, en plus, surtout que c'est dans un temps très, très court. Et c'est dans un temps très court. Et ce qui est exaspérant au maximum, c'est les politiques qui sont dans le déni et dans l'hypocrisie et qui font semblant de ne pas le voir. Non, ça n'existe pas. Et que quand c'est trop tard, ils vont dire « Bah vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème avec le grand remplacement ». Et je dis ça existe ou ça n'existe pas du coup? Non, puis si ça va pas, c'est de la faute des racistes. Voilà, et si ça va pas, c'est de la faute des racistes. Tu vois alors que... non, mais c'est du délire, c'est comme une religion en fait. Et ils ont toujours raison. C'est ça, et le truc c'est que c'est extrêmement... Attends, on va pas se mettre sur la porte du gars. Le truc c'est que c'est extrêmement exaspérant. Tu vois avec tes yeux qu'il y a un problème. Quand tu regardes les émeutes du PSG, je sais plus quel journal, le seul prénom qu'ils ont fait fuiter dans les jugements, ils ont sorti un prénom français. Ah oui, j'ai pas vu ça. Et t'avais, je sais plus comment il s'appelait, Aurélien ou un truc comme ça. Aurélien est jugé aujourd'hui pour dégradation, et c'est le seul prénom qui est sorti. Quand tu vois les vidéos et tout, tu vois, t'as des yeux et ils te prennent pour un... Et toi, tu dis, non mais il y a un problème. Premier truc, c'est, ouais, t'es raciste, t'es facho et tout. Genre, putain, maman. Pareil, moi je leur dis, ouais, mais toi, regarde, tu penses que aux personnes racisées, t'es raciste. C'est le nouveau narratif de certains influenceurs qui te disent, ouais, tu penses qu'à eux, t'es super raciste et tout. Regarde les Serbes, les Serbes. T'as vu tous des cambrioleurs. Je fais, bah oui. Si tu regardes les faits divers au niveau cambriolage, franchement, plus de la moitié ou des trois quarts, ils vont dire gang de Serbes et tout, on est spécialisé dans le cambriolage. Alors pas moi, hein. Mais la diaspora. La nuit, tu mets ta cagoule et tu deviens un autre. Après voir Serbe ou Serbe, il y a ça aussi, c'est plus complexe que ça. Mais les Colombiens, c'est pareil, tu sais, en Amérique du Sud. Mais c'est ça. Les Colombiens ne sont pas très aimés en Amérique du Sud pour ça. Et alors cette idée de faire du stream, là, de parler sur Internet, ça vient d'où? Après, moi j'ai toujours aimé la technologie, les partages vidéo et tout ça, donc moi ma chaîne YouTube, elle a 19 ans. J'ai surtout parlé de jeux vidéo, de rétro gaming et plein de choses. T'es un geek. Un gros geek, voilà, un gros geek passionné de jeux vidéo. Donc, ça vient de ton enfance. C'est ça. Mon grand-père aimait bien les jeux vidéo, mon père aimait bien les jeux vidéo, donc ils m'ont transmis cette passion. Et quand YouTube est arrivé, c'était un outil parfait pour partager cette passion, pour faire des petites vidéos, pour s'essayer un peu la technologie. Surtout que de capturer des consoles à l'époque, c'était compliqué. Maintenant, c'est tellement simple. Mais là, t'es sorti du jeu vidéo, là. Là, je suis totalement sorti du jeu vidéo. J'en parle un petit peu quand il y a des dramas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai changé de boulot, je suis devenu administrateur système et réseau, qui me prenait beaucoup de place en termes de travail, en termes de veille technologique et ce genre de choses. J'avais plus trop le temps de faire des vidéos préparées, tu sais, qui prenaient des heures et des heures de préparation. Donc, je cherchais un format extrêmement facile à produire. Et j'ai regardé ce que je consommais le plus à ce moment-là, c'était les newsers américains, les Quartering, les Yellow Flash, Varadark et tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais tenter, tout simplement. Parce que tu lis un article, ça prend 10 minutes, emballer, c'est pesé, tu le mets sur ta chaîne et puis basta. Et c'est comme ça que j'ai démarré et la chaîne a explosé à ce moment-là. Parce qu'avant que je fasse ce format, j'avais 10 ou 15 000 abonnés, je crois. Et dès la première année, j'étais déjà à 30-40 000 abonnés et là, je suis à 250 000 abonnés. Et je fais environ entre 3 et 4 millions de vues par mois, à peu près. Et c'est un format que je trouve très passionnant. Et après, forcément, en cherchant les articles et tout ça, d'abord c'était sur les jeux vidéo, puis après c'était sur les chieurs dans les jeux vidéo qui cherchaient à censurer. Puis après j'ai découvert le mouvement woke, wokiste et tout ça, qui cassait les jeux vidéo. Puis après, forcément, de fil en aiguille. Tu as eu aussi ta période Z. La période Z aussi, parce que je voulais comprendre ce que c'était. La zététique. La zététique, ouais, je voulais comprendre vraiment ce que c'était, c'était intéressant. Et en fait, ça s'est terminé en clash parce que au départ, c'était un projet très sympa et ça s'est terminé en idéologie militante. C'est-à-dire qu'ils font un truc de zététique, ils disent voilà, maintenant, la biologie et la science, c'est pas grave, il faut qu'on insère un peu de militantisme et idéologie LGBT, idéologie wokiste et tout le bazar. Si bien que t'as les Z maintenant qui avaient fait une vidéo de 1 heure ou 2 heures pour essayer de comprendre c'était quoi une femme. Ils n'arrivaient pas à définir c'est quoi une femme. Au bout d'un moment. On part d'un truc qui normalement devait débunker les trucs sectaires et les trucs bizarres. Pseudo-science, oui. Pour devenir elle-même une pseudo-science au final, uniquement par but idéologique LGBT. Tiens, pour revenir à ça, le truc là où on disait tout à l'heure, je voulais rajouter ça, tu sais où on disait, ouais, t'as des Arabes, t'as des Noirs et tout, qui disent on en a marre des Arabes, on en a marre des Noirs, on en a marre de tout ça, parce que ça fait de l'amalgame. Je retrouve ce même discours chez les LGBT. Parce que j'ai beaucoup traité aussi la question des LGBT et des droits des LGBT et tout ça. Alors je me suis mangé des vertes et des pas mûres parce que les gens ne comprennent pas ce que je raconte. Mais dans les LGBT, il y a des gens qui veulent juste vivre leur vie. Ils sont homo, ils sont gays, ils sont trans, ils veulent juste vivre leur vie tranquillement. Et en fait, il y a un tel punch, il y a une telle
acharnement de la part des idéologues LGBT, des associations LGBT qui sont en train de tout détruire, qu'eux se mangent un amalgame de fous furieux et du coup on les catégorise avec ça. T'as des associations LGBT qui commencent à enlever le T de LGBT, non, voilà, avec les trans on en a marre. Alors que du coup, j'ai des trans dans ma communauté, ils me suivent mes vidéos et ils me disent heureusement que tu dénonces ça aussi parce que même nous on en a marre, on veut juste vivre tranquillement. Et t'as des acharnés qui vont dire ouais ça manque de trans ici, ça manque de trans à droite, ça manque de trans ici, là il faut rajouter des trucs et au final, réflexe de Pavlov, tout le monde en a marre. Ouais. Et du coup ils se payent des réflexions qu'ils ne devraient jamais avoir ou ce genre de choses. Alors qu'ils veulent juste vivre comme tout le monde en fait. Et ça c'est insupportable. Mais donc toi ton concept en fait c'est un concept en réalité assez simple. Là il y a de la polémique, il y a du drama, je suis là. Et ça tu l'assumes? Ah oui totalement. Parce qu'on pourrait te dire tu vois t'es un vautour, tu vas chercher la merde, tu fais les fonds de poubelle etc. On pourrait te dire ça. C'est ce qu'on me dit souvent, le gars il ramasse la poubelle, bah qu'est-ce que tu foutais dans la poubelle? Qu'est-ce que tu fous dans la poubelle? C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fait vibrer on va dire entre guillemets. C'est pas que pour la vue et l'argent. Pas que pour la vue. Non, c'est ma chaîne, ma chaîne YouTube, elle a 19 ans. J'ai fait 3000 ou 4000 vidéos pendant 16 ans. Je gagnais 30 balles par mois. Si c'était vraiment pour les vues et pour l'argent, j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est vraiment le truc qui était passionnant de partager de la vidéo. Là, forcément, maintenant, ça rapporte, mais c'est pas spécialement pour la vue ou quoi. Comme je le dis, à la terrachée de boulot que j'enchaîne et de vidéos que je sors, si je n'avais pas un minimum de passion ou d'envie ou que ça me plaisait, j'aurais lâché depuis longtemps. Enfin, c'est abrutissant. L'ensemble peut se combiner. Hein. Tu peux aimer quelque chose qui en même temps fait de la vue et en même temps apporte de l'argent. C'est ça. Auquel cas... Mais l'inverse, c'est pas possible. Ouais. Si t'aimes pas ce que tu fais et que tu dis je veux juste être célèbre, avoir de l'argent, y a plein de vidéastes qui sont lancés là-dedans en disant je vais être le prochain Squeezie, le prochain Inoxtag, et ils voient le boulot que c'est derrière, ils font 3 vidéos, ils disparaissent. Ouais. Parce que c'est pas possible. Donc oui, maintenant, je joins l'utile à l'agréable. Et ça me plaît beaucoup, les clashs entre influenceurs. Même pas savoir qui a raison, qui a tort. C'est plutôt quel argument il va utiliser et l'autre quel argument il va utiliser. Est-ce que ça me paraît correct? Est-ce qu'il est dans l'hypocrisie et dans le déni? C'est un peu ce genre de truc qui est passionnant. Et après, forcément, tu retrouves ça dans les clashs entre politiciens avec la LFI qui racontent des conneries et tout ça, qui déforment les réalités quand ça les arrange. Et voilà, en fait, c'est un méga bloubi-boulga de tout ce qui est un peu polémique sociétale, jeux vidéo... Et toi, tu arrives à bien gagner ta vie avec ça? Oui, maintenant, ouais. Alors, je me verse un salaire basique de 2000 € net. Et le reste, je le laisse sur la société. Et je génère, ça dépend, évidemment, il y a des mois plus ou moins hauts, mais en moyenne, 8000 € de chiffre d'affaires à peu près. C'est que de la YouTube Money? Que de la YouTube Money, j'ai pas de sponsor. C'est que les publicités qui s'affichent sur YouTube. Et ceux qui sont devenus membres. Ouais. Voilà. Le Tipeee, il doit rapporter 100 balles, il n'y a rien dessus. Un grand merci quand même. Il faut pas les oublier. Il faut pas les oublier évidemment. Il y a des membres à l'intérieur de YouTube, c'est ça des... Ouais, tu sais, YouTube permet comme sur Twitch, tu peux devenir membre, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Je sais pas si tu as participé au programme, là actuellement il y a YouTube Manager spécialiste. Bien sûr. J'ai eu occasion aussi. Et alors là, là c'est une nouvelle avec qui j'échange. Mais l'année dernière, j'ai participé aussi, il y a un mec, là, il prend premier contact avec moi, il me dit voilà je connais pas trop ta chaîne et tout, donc j'essaie de lui expliquer un peu. On reprend contact 2 semaines plus tard, il me dit mais oui, mais... je peux pas trop le dire, mais on est plutôt d'accord, mais on peut pas trop le dire fort. Et c'est ça le problème. Il est là le problème. Tu n'as plus le droit de parler. C'est-à-dire que tu as des sujets où tu n'as plus le droit de parler, tu n'as plus le droit d'échanger. De moins en moins peur. Ouais. En fait, j'ai plus l'impression que c'est juste que la cocotte minute est en train de monter. Ouais. C'est pas que les gens ont de moins en moins peur, c'est que la cocotte minute est en train de monter et que ça va péter au bout d'un moment vraiment. Moi, ce qui me fait peur, entre guillemets, tu regardes en Belgique, genre ils ont un cordon sanitaire, l'extrême droite a interdiction d'aller à la télé. C'est hallucinant. Ce qu'ils voudraient aussi faire également en France. Quand tu regardes les grooming gangs là, de Pakistanais en Angleterre, comment ils ont étouffé ou ils essayent d'étouffer l'affaire, et les gens, ils se laissent faire. Et les quelques-uns qui se sont indignés se sont retrouvés en tôle, et plus personne n'ose parler en Angleterre. C'est de la folie. Mais tu vois, là, c'est la place de la mairie, c'est plutôt chill. Il y a des commerces, il y a tout ce que tu veux. C'est pas super beau. C'est le 93, on n'est pas à Versailles. L'architecture, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça reste propre et il n'y a pas de délinquants, il n'y a pas de racailles, tu vois, il n'y a pas trop de zonards, il y a rien. Là, c'est chill. Je disais, tu trouves ça moche, mais en fait, c'est parce que t'as pas vu Bondy Nord ou d'autres trucs. Bondy Nord, c'est vraiment les trucs de bâtiments à moitié brûlés, des trucs décrépits et un peu dégueulasses, avec des gens qui zonent ou toi. Là, c'est chill, quoi. Ça va. Ta femme, elle en pense quoi de tout ça? Je suis pas. Donc elle a ni peur, ni rien Elle a un petit peu peur quand on a reçu les lettres de menaces ou tout ça. Des fois, elle tombe sur des commentaires, évidemment, sur YouTube et tout ça. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux.
Au début, ça l'a stressé un peu. En fait, le plus... C'est ça, en fait, c'est comme, de toute façon, c'est comme, même en dehors d'Internet, même dans la vraie vie, on s'y habitue, en fait. Tu dis, bon, encore un, tiens. Voilà. Ça, c'est genre 10 fois par jour. Ils doivent sûrement, je sais pas où ils vont. Mais on s'habitue. Bon, il y a encore un coup de couteau. Bon, il y a encore des armes à feu. Là, récemment, c'est ma pharmacie qui a brûlé. Ah oui. Il n'y a rien. Franchement, c'est une place marchande où il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu de méchant. Et là, j'apprends, elle a brûlé. C'est d'origine criminelle. Et apparemment, il y a eu des échanges de coups de feu et tout. Et là, je me dis, avec ma femme, on se dit, mais et même au-delà de YouTube, c'est que ça se rapproche. Ça se rapproche. Et est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on déménage pas? Et c'est ça qui me fait aussi. Ouais, mais t'as qu'à déménager. Pour aller où? Mais pour aller où? Je me dis, je peux aller en Serbie, au Portugal, en Écosse, j'en sais rien. Changer de pays, carrément, d'accord. Mais pourquoi ce serait à moi de déménager? C'est ma ville, quoi. Je l'aime, cette ville. Je l'aime, ce quartier, cette ville et tout. J'ai grandi ici, j'ai plein de bons souvenirs. Et il y a plein de gens super sympas. C'est ça le truc, c'est que t'as 10-20% qui font... Et t'as les autres qui veulent juste vivre tranquillement, en fait. Et c'est un truc de fou. Tu vois, des névrons. C'est ce que j'appelle les névrons. T'as direct les clichés de langage et tout, et ils sont insupportables. Zéro éducation et tout. Et eux, ils prêtent énormément préjudice à ceux qu'on a rencontrés juste avant, en fait. Et que la police ne fasse rien, la justice ne fasse rien et tout ça, et qu'ils les laissent juste être comme ça, c'est vraiment... tu vois la forêt qui commence à brûler, et tu détournes les regards parce que non, tu pourrais passer pour un raciste ou tu pourrais passer pour quelqu'un de fasciste. La France est engluée dans une idéologie gauchiste, niaise, bisounours. C'est ça, et des gens en sortent de plus en plus, mais t'as quand même des corps de métier où ils sont quand même bien dans ça, quoi. C'est le truc catholique, on frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite, en fait. Bien sûr, c'est un christianisme 2.0, bien sûr. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Regarde, récemment, je sais pas si t'as vu, les marches pour Gaza, là, quand ils sont allés en Égypte, ils se sont fait défoncer par la police égyptienne. Fait qu'ils se font à dégager de là. Les gars disent, mais en Amérique, on a le droit, en France, on a le droit, pourquoi ici on n'a pas le droit? Mais c'est pas ton pays, dégage, on veut pas de toi. Et du coup, ils accusent les flics égyptiens d'islamophobie, de racisme. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, on autorise des choses qui ne seraient autorisées nulle part, que ce soit en Algérie, en Tunisie, en Serbie, en Russie, en Colombie. Jamais de la vie. Tu vois, là, ça fait quand même 30 minutes qu'on marche dans Bondy. Bon, là, il y a une voiture cramée, là. Ah oui. Au moment où je m'apprête à faire un commentaire positif sur la ville, bim. Je pense que c'est par rapport à la pharmacie qui a cramé. Ça doit être relié, parce que c'est juste là, ça s'est passé. Avant, c'était genre une fois ou deux par 2-3 ans, il y avait des trucs. Maintenant, c'est toutes les semaines. Ouais, là, il y a un quart de CRS. À côté de chez moi, pareil, moi je sors, t'as 2 femmes voilées qui sont en larmes. On m'a dit il l'a tué, qu'est-ce qu'il l'a tué? Puis il y avait les flics de partout et tout. C'est devenu de plus en plus souvent. Mais en fait, et ça, il n'y avait pas avant. Mais non, il n'y avait pas avant. Moi, je voyais ça en Colombie. Moi, en Colombie, devant mes yeux, j'ai vu une fusillade. J'avais 10 ans. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est extraordinaire de voir une fusillade en face de soi. Si on m'avait dit que 30 ans plus tard, ça serait quotidien en France et que tu pouvais voir ça... Et je comprends pas qu'est-ce qu'on a raté. Tu sais, le truc Nicolas qui paye, c'est... On paye nos impôts et tout, et pourquoi la justice fait rien? Pourquoi la police suit la justice, malheureusement. Mais quand tu vois que le mec, il est arrêté 47 fois et qu'on le relâche... Il y a une idéologie, ils croient à des trucs, ils ont des trucs dans leur tête, un schéma. 47 fois, ils ont un schéma dans leur tête, les juges, les trucs, il y a une idéologie. Comment on appelle ça? C'est réhabilitation. Au bout d'un moment, quand il est à 47 fois... Tiens, ce matin, je sais pas si t'as vu les faits divers, il y a un gamin de 7 ans qui a emmené un couteau dans son école. 7 ans, quoi. Et le gamin, il a emmené la police. Moi, le seul truc, je me dis, mais pourquoi on n'a jamais l'interview des parents? Enfin, le gamin, il est pas parti acheter un couteau tout seul. Les parents l'ont éduqué, et on n'entend jamais parler des parents. T'as l'impression que le gamin, il vit tout seul chez lui. C'est hallucinant. Tiens, on va passer dans la pharmacie qui a cramé. Ah, oui. Mais c'est pareil, je me dis, là, il y a ma fille qui passe pour aller acheter à manger, pour aller à l'école, des trucs comme ça. Et il y a eu des coups de feu. C'est de la folie furieuse. Il y a ce côté, faut se taire, faut pas trop dire et tout, et de l'autre côté, il faut parler, et ça devient super compliqué, parce que si tout le monde se tait, les gens, ils se rendent pas compte, en fait, de cette réalité. Et c'est ça qui est grave. Ils vont te dire, ouais, non, t'inventes, c'est Netflix. En fait, ils s'en rendent compte. Mais ils veulent pas le croire. Mais certains s'en rendent compte, le croient, mais n'osent pas parler. Et le truc, c'est que des gens qui parlent de ça peut donner le courage à d'autres de parler et donc de conscientiser le truc vraiment. Ah oui, c'est ça la pharmacie. Ils l'ont brûlé et du coup, c'est un incendie criminel. Ils l'ont découpé.
J'avais même pas vu, ils l'ont découpé à la scie. Tu vois, bah oui, ils l'ont découpé pour aller récupérer des médicaments, de la drogue ou des trucs comme ça. Ah oui. Mais ouais, pharmacie de la place. Et les mecs, enfin les pharmaciens, c'est des gars qui sont là depuis, enfin je les connais depuis super longtemps, ils sont super gentils, ils sont super sympas, ils aident et tout. Ce que je dis, hein, les gens, ouais, vous êtes fachos, vous êtes racistes et tout, les premiers qui subissent ces conneries, c'est nous en fait. Ouais. C'est la population qui subit ces... Et ici, ouais, des gens issus d'immigration, quoi, qui en sont doublement victimes, parce que c'est désagréable de vivre dans un endroit où t'es pas en sécurité, là, je t'avouerais, et parce qu'après, il y a des amalgames qui se font. Je t'avouerais, là, trouver un Français de souche, faut se lever de bonne heure. Ah ouais. Mais il y en a quelques-uns, mais c'est sporadique, c'est rare. Mais ils vivent bien, ils vivent tranquillement et tout, puis voilà, quoi, ça s'arrête à ça. Ok, donc là, c'est le bon côté de Bondy, là. T'es sûr qu'on craint rien, là? Non, là, non. Enfin, moins que là-bas. Tout est relatif. En France, tout est relatif. C'est ça. Ce qui est exaspérant, c'est quand je vois des faits divers dans des campagnes. Tu sais, tu te dis, bon, c'est la vieille campagne avec le vieux clocher. Guerre de gang. Comment ça, guerre de gang? Tu sais, dans des toutes petites campagnes du sud de la France et tout. Ouais, même dans les petites campagnes, ouais, c'est vrai, ça se répand. On va chez Psyo, mais évidemment, on ne peut pas montrer exactement où il habite. Mais même si tu es très courageux. Ouais. Ou inconscient. Hein. Ou inconscient, ou l'autre, j'hésite. C'est ce que je dis souvent, je suis Serbe, Capricorne, gaucher. Allez, go, on rentre chez Psyo. Ah. Par contre, j'ai pas eu le temps de ranger, donc c'est un peu... Il fait frais chez toi, on est bien là. Regarde la pancarte de gros geek là. Do not disturb, gamer at work. Ok. T'es au rez-de-chaussée. Ah, bah oui. D'accord, il y a ton fond derrière là, regarde. Ok, donc toi c'est là que tu fais tes vidéos. Bah, tout simplement quand même, il faut le faire. Hein. Ouais. Il faut le faire. J'ai pris un rythme qui me plaît maintenant, donc ça va. Regarde. Tiens, et puis je passe mon temps sur le truc de course. Tu fais des jeux de course? Ouais. WRC, Dirt, Euro Truck Simulator et d'autres. Regarde, il y a un petit coussin psychodélique. C'est énorme ça, tu fais du merchandising? Un tout petit peu, c'est plus pour moi que pour la communauté. Mais c'est dommage. Ils peuvent en acheter aussi, mais c'est plus pour mes chevilles à moi. Mais ça c'est geek, moi j'avais exactement ce genre de... Ça c'était la ressortie, ils l'ont ressorti récemment. Ah ouais? C'est pas les originaux de l'époque, j'en ai là des originaux de l'époque. Et moi j'avais celui-là, je l'avais Super Mario Bros en comme ça là. Peut-être celui-là, c'est un des plus connus celui-là, le Donkey Kong tu vois. Donkey Kong je l'avais bien sûr. Regarde toutes les petites consoles là. J'ai un pote là, il serait au paradis s'il a de voir tout ça. C'est énorme. C'est vraiment la culture. Ah, là, on est en plein dans la culture jeux vidéo, la culture geek. Hein. C'est mon univers, ça reste la culture geek. Et pareil, même en termes de littérature et tout, tu vois, c'est. Enfin, littérature. Des livres sur les jeux vidéo, quoi. C'est de la littérature. C'est une forme de littérature. Voilà. Et ouais, quand j'ai commencé le truc, je voulais mon bureau à moi, déjà parce que j'ai trop de. Et après, je voulais faire en sorte de faire une espèce d'apparat, on va dire, où je touche pas, ça fait un décor, et puis basta. Mais c'est énorme parce que moi je m'y retrouve. Ça, regarde, tu vois par exemple, Monkey Island, j'ai joué à ce jeu. Pas beaucoup, moi j'ai très peu joué aux jeux vidéo, très peu. Moi je suis très gros game. Mais j'y ai joué un peu, tu vois, genre 10 minutes quoi. Enfin, je connais quoi, Sonic je connais évidemment, tu vois, Tortue Ninja je connais, j'ai un peu joué. Super Mario évidemment, j'ai un peu joué. La Super Nintendo, ça je l'ai pas eu. C'est mon frère qui joue aux jeux vidéo, moi. Ouais. Mon grand frère. Et je me souviens quand on était petit, on a vu la Mega Drive. Avant, on a eu une console aussi avant la Mega Drive. La Master System. Master System, avec le jeu à l'intérieur, la Axel Kid. Ouais, je me souviens de ça. Et donc là, c'est ton setup de... Ouais, ça c'est le setup où je travaille, quoi. Mais concrètement, tu streames plus, en fait? Si, je stream toujours. Tu streames où, alors? Bah là. Mais sur quelle plateforme? Ah, sur YouTube et sur Kik. Et sur Twitter. J'essaye, je regarde. Mais c'est YouTube le principal. D'accord. J'ai une chaîne secondaire où je stream sur YouTube. D'accord. Et en fait, pendant que je stream, j'enregistre mes vidéos directement. Ouais, et je les réupload sur la chaîne principale après. Et c'est ça que la majorité des gens voient, en fait. C'est ça. En fait. D'accord, ok. Il y a des gens qui aiment bien voir... Parce que moi, au début, je les faisais en off. Et après, je me suis dit, tiens, je pourrais streamer en même temps, comme ça, entre les vidéos, tu sais, ça permet de discuter un peu, ça permet... Ou même pendant les vidéos, si je dis des dans les vidéos, bah, je vois dans le chat, il est corrigé en direct. Donc il y a ce côté échange qui est très très bien avec la communauté, et je les salue d'ailleurs, ils sont incroyables. Tous les matins, on rigole. En fait, ce qui se passe, c'est que j'emmène ma fille à l'école à 8h20,
Et je stream après jusqu'à midi à peu près, tout simplement. J'enregistre 3, 4, 5 vidéos, je les upload sur ma chaîne principale et voilà, il y a un rendement comme ça, il y a un rythme régulier qui se crée. Donc tu bosses le matin en fait? Ouais, je bosse le matin, de 8h à midi à peu près. Et après, tu montes ça et tu... Je monte pas, enfin oui, j'enregistre, j'arrête l'enregistrement, il n'y a pas de montage. J'ai pas de montage, parce que c'est dans les conditions du direct, et j'envoie direct sur la chaîne principale. Donc je m'amuse après avec la communauté à écrire une description sur la vidéo, à faire une miniature en direct sur Photoshop. Et ça prend 5-10 minutes, quoi. Et c'est juste parfait. Le rythme, il est parfait. Du coup, moi aussi, ce qui est bien, c'est que dans le stream, ça me permet aussi de... comment dire, de penser un peu à autre chose, de pas tourner dans tous les trucs, de parler, de rigoler un peu avec les gens, de changer de discussion, de changer d'humeur ou de pensée. Parce que t'imagines, je ferais que mes vidéos sur des trucs chiants, je pèterais un câble, je crois. Là, ça permet un peu de discuter, de changer un peu de mood. Mais ça demande quand même du bagou, de toujours dire des trucs, tu vois. Ouais, après, j'ai l'habitude de parler. Ouais. Après, c'est comme tous les streamers, comme tous les créateurs de contenu, on a tous l'habitude de parler. Et moi, j'avais déjà l'habitude de parler d'avant, en fait. J'ai appris, entre guillemets, à l'université. Quand j'étais à l'université, on nous a demandé de tenir des thèses devant 150 personnes dans l'amphithéâtre. Et donc au début, pareil, je parlais tout doucement, j'avais peur et tout le bazar. Puis après, tu t'habitues à parler. Et quand YouTube est arrivé, ça fait 19 ans que je fais des vidéos. Donc en fait, ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Et entre guillemets, je suis vieux, 40 ans. J'ai pas cette appréhension de si je bute sur un mot, si je rote, si je renifle du nez, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est pas bien, c'est pas respectueux. J'en ai rien à battre. Je rote, je me mouche, si je bute sur un mot, on s'en fout. Tu laisses tout, quoi. Je laisse tout, sans filtre. Il y en a, ils m'insultent. Ouais, t'abuses, tu manges devant nous, tu t'es mouché devant nous. Waouh, c'est ça qui te... Waouh, incroyable. Tu sais, on parle de faits polémiques extrêmement graves. Toi, par contre, ce qui t'a trigger, c'est que je me sois mouché devant toi. C'est incroyable. C'est hallucinant. Ouais, donc non, après, j'aime bien cet échange. Ça, c'est une des choses qu'Internet a apporté, qui n'existait pas avant, qui est vraiment agréable. En fait, je vais te dire un truc. Ouais. Quand on te voit en vidéo, tu as un côté accessible, sympa, simple. Tu vois. C'est le côté, le mec qui se prend pas la tête. Ouais. C'est ça aussi, ça joue beaucoup. Peut-être que ça joue. Il y en a, ils disent, ouais, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est t'es comme dans tes vidéos. J'ai toujours été comme ça. J'ai pas de personnage. Je suis comme dans mes vidéos. Des fois, j'ai des moments de colère, des fois, j'ai des moments de fatigue, des fois, j'ai des moments, voilà. Mais globalement, je suis sans filtre. C'est ça. Alors qu'il y a beaucoup de vidéastes. Ils disent, ouais, il est trop sympa. Je dis, non, il est sympa parce que sa vidéo est scriptée, montée, travaillée. Dans la vraie vie, il y a des gens qui sont très sympas, qui sont des gros cons dans la vraie vie. Et inversement, il y a des gens qui sont des gros cons en vidéo, qui sont très sympas dans la vraie vie. Et puis, tu as une troisième catégorie de personnes où ils sont juste sans filtre. En fait, ils sont normaux. Moi, ce que je dis souvent, on me dit, ouais, t'es un influenceur. Je me considère pas comme un grand vidéaste ni comme un influenceur. Moi, je suis une petite chaîne à la base qui a 19 ans. 250 000, c'est pas une petite chaîne. Voilà, non, mais je veux dire, avant ça, avant le format. C'est-à-dire que pendant 16 ans, j'ai fait 3000 vidéos où je faisais 500 vues par vidéo. J'ai toujours été me considéré comme un espèce de viewer qui adorait plein de youtubeurs à gauche à droite et qui faisait aussi des vidéos un peu comme ça parce que ça me plaisait. Mais je faisais juste des vidéos, je ne me considérais pas comme un créateur de contenu ou quoi. Je faisais des vidéos parce que ça me plaisait. J'avais ma petite communauté, ça s'arrête à ça. Et j'ai toujours cette approche en fait. C'est-à-dire que quelqu'un vienne me parler, souvent ce qui se passe c'est « Ouais, je te parle pas, t'as 2000 abonnés ». Moi ça je comprends pas. Si on vient me parler, je m'en fous du nombre d'abonnés ou du truc, son background, est-ce qu'il est venu de manière sympa, est-ce qu'il est correct Alors forcément, maintenant que j'ai 250 000 et ce genre de choses, je peux pas répondre à tout le monde, tu doutes bien. C'est infernal. Parce que si tu prends 2 minutes pour répondre à tout le monde, en fait, tu fais que ça. Mais quand je chope quelqu'un, plein de fois j'ai été interviewé par des tout petites chaînes, ils me disent « Ouais, c'est sympa, t'es tout cool et tout ». Tu m'as juste demandé et puis basta. Hein. Je pensais pas t'aller accepter ou ce genre de choses. Tant qu'ils viennent gentiment, moi, ça me pose pas de problème, en fait. C'est ça, le truc. Tu es quelqu'un de simple. Oui, c'est ça, c'est simple. Un petit resto. c'est tout ce que je veux. L'extrême droite a bien changé, quand même. Hein. Ah, oui, y en a une catégorie d'extrême droite. je sais, tu vois, la gueule de l'extrême droite, quoi. Elle est pas prête de gagner avec moi. Ça retourne dans sa tombe, quoi. C'est un truc de ouf. La gueule de l'extrême droite, ouais. C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi que tu as au fond de toi? Wow, la question philosophique, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? C'est des questions à la Vincent Lapierre. Mais oui, moi, c'est les jeux vidéo qui me font vibrer, clairement. Tu vois. Alors, un des plus beaux trucs que j'ai, c'est ça. C'est la Master Sword de Zelda. Elle a été faite par un forgeron. Wow. Parce qu'en fait, c'est mon grand-père qui m'a initié aux jeux vidéo. Et un de ses jeux préférés, c'était Zelda.
Et moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo et à aimer les jeux vidéo aussi grâce à Zelda. C'est incroyable cette histoire. Et elle est plantée dans la roche, telle Excalibur. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une scène mythique de Zelda. Waouh, elle est belle, hein. Ouais, je suis vraiment content de l'avoir trouvée, celle-là. Et c'est ça qui me fait vibrer. T'es pas un gros gamer, mais t'as joué à Clair Obscur? Non. Et ben voilà, tu vas devoir jouer à Clair Obscur. Ah ouais? C'est obligatoire. Surtout toi qui aimes la France et tout le bazar. Ouais. C'est un des jeux qui rend le plus hommage à la France de ces dernières années. C'est un des meilleurs jeux en termes de game design, en termes de level design, en termes de musique, en termes de scénario. Il est incroyable sur tous les points. Et toi qui aimes la France, c'est un régal. Ah ouais? C'est un régal. Et forcément, t'as des névrons. Les névrons, justement, ça vient de Clair Obscur. C'est les méchants dans Clair Obscur, les névrons qui sont là pour faire chier la société. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui appellent les racailles et délinquants des névrons. Mais ouais, non, Clair Obscur, c'est hallucinant. Et là, t'as les rageux sur Internet, les gauchistes, qui expliquent ouais, non, c'est un jeu raciste, parce qu'il fait la gloire à la France et tous les développeurs sont blancs. Ouais. C'est pathétique. Mais Clair Obscur, ouais, non, Il est sorti dernièrement, non? Ouais, il est sorti dernièrement. Ah, mais c'est l'équipe qui s'est barrée du Ubisoft. Du Ubisoft, ouais, c'est ça. Ah, ok, oui, si j'ai vu passer les trucs, mais j'ai pas joué à ce jeu, effectivement. Faut que tu y ailles. Ah ouais? C'est obligatoire. Ouais. Obligatoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un jeu qui prend tout, qui prend en premier degré avec des bons personnages bien écrits, qui fait un hommage à la France sans des trucs débiles à gauche, à droite et tout. Et c'est. Bug pas de bug? Non, pas de bug, bien finalisé. La musique, elle est incroyable. Le scénario, je peux pas te spoiler. Parce que le scénario, en fait, il t'arrache la mâchoire non-stop. Normalement, la première demi-heure, t'es obligé de chialer. Ah ouais? T'es obligé. Ah ouais? T'es obligé de chialer sur la première demi-heure. C'est l'amorce du scénario. Ouais. T'es obligé. Ça, c'est un truc à faire. Et voilà, c'est ça qui me fait vibrer. C'est ça vraiment qui me fait vibrer. La passion du jeu. La passion du jeu. Et après, quand il y a des dramas aussi entre influenceurs et que c'est rigolo, ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer. Parce que des fois, on est tombé sur des cas. Moi, je me souviens, alors je sais plus qui c'est, je vais pas te dire son nom, mais un des trucs où j'ai eu le plus de fou rire, c'était un influenceur qui a eu un plan qui a raté. Il se faisait par sa copine. Et sa copine, tu sais pas pourquoi, elle lui a mis un peu de sur la bouche. Il s'est levé, il lui a mis une claque. Et il a fait toute une vidéo pour s'excuser de ça. C'était d'une malaisance incroyable. Des tentatives d'excuses incroyables parce que non, je suis pas homophobe, mais non, mais je suis pas non plus féministe un peu. C'était incroyable. C'est en France, ça? C'était en France, ouais. C'était un Français, mais je me rappelle plus de son pseudo. Et là, tu kiffes, là? Là, c'est le kiff. Ça, c'est le kiff. De voir ce malaise, c'est le kiff ultime. Là, ça fait vibrer. Ça, c'est incroyable. Eh ben, écoute, moi, je suis très heureux d'avoir pu te parler. Ouais. Bah, tout plaisir est pour moi. Ça m'a fait super J'espère plaisir. J'ai l'impression qu'on te connaît mieux maintenant qu'avant, tout en ce qui me concerne. Ouais. Bah, après, c'est que moi qui ai parlé, t'as pas beaucoup parlé. Bah non, mais c'est le principe de l'émission, enfin, c'est le principe de la vidéo. J'espère que ça intéressera les gens. Si, c'est intéressant. T'as un profil intéressant, crois-moi. J'ai l'habitude de parler aux gens. Après, je sais que les gens, ils vont dire « Ouais, mais tu vois, là, t'as dit ça. C'est pas comme ça qu'il faut ça, parce qu'il y a ta... » Le truc, c'est que ce que les gens oublient, c'est qu'on parle, on dit une phrase ou deux, on essaie de penser, de construire le truc. C'est pas forcément ce qu'on ait voulu dire. Et que si tu prends le temps de discuter avec le mec... Moi, on va terminer peut-être là-dessus, mais plein de fois, j'ai discuté avec des gens qui me détestaient ou qui n'étaient pas d'accord avec moi. On discute et au final, il est d'accord avec moi. Ah oui, bien sûr. Et ça... Et le nombre d'influenceurs qui me voient en MP ou que je croise dans la vraie vie et qui me disent « Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je peux pas le dire publiquement. Mais soutien. » Je dis « Ouais, il n'y a pas de souci. » Il y en a plein. Il y en a plein qui en ont marre, et il y en a plein qui jouent le gauchisme parce que ça fait des dons. Ça fait énormément de dons. Donc, il y a ça aussi. Mais moi, je continue ma route. Je fais chier tout le monde, et puis basta. Ça s'arrête à ça. D'ailleurs, tu viens des classes populaires, en fait, toi. Bah oui. Mon père, c'était un couturier. Amour, bière et câlin, je trouve que c'est joli. Ça sonne bien. Et puis avec un peu de bière, ça passe bien. Je leur explique pas comment faut penser. J'aime pas ça. Tu sais, c'est tout ce que font les gauchistes et tout ce que font les wokistes et tout ça.